Laissez-moi vous raconter exactement comment le désir pathétique et désespéré de mon frère aîné, d'impressionner un mannequin Instagram un vendredi soir, lui a finalement coûté son empire de 2,4 millions de dollars. Le son du plastique qui craque et du métal qui se brise est quelque chose que l'on n'oublie jamais vraiment. C'est un bruit dur, violent et profondément contre nature, surtout lorsqu'il s'agit du son de l'œuvre de toute une vie, de sa raison d'être, et de son avenir, violemment détruit par la personne même qui partage votre nom de famille. Il se tenait au-dessus des restes brisés et fumants de mon poste de travail de laboratoire, évalué à 15 000 dollars. Un sourire cruel, immensément satisfait, était peint sur son visage. Il pensait vraiment qu'il avait gagné. Il croyait sincèrement qu'il avait enfin remis son petit frère nerd et sans valeur à sa place, une fois pour toutes. Pas de doctorat pour toi, avait-il ri, pointant un doigt épais et caleux vers le désordre tragique sur le plancher. Ton travail est de charger mes camions. Mais ce que mon arrogant frère, l'enfant chéri, ne réalisait pas en brisant en deux, à main nue, mon disque maître financé par le gouvernement, c'était qu'il venait de signer l'arrêt de mort de toute son entreprise. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai silencieusement fait mes bagages, franchi la porte d'entrée, et j'ai décidé de laisser le système de justice fédérale faire tout le travail à ma place. Alors, comment exactement un simple morceau de technologie cassée a-t-il pu faire tomber une entreprise de logistique massive et prospère, laissant une famille toxique avec absolument rien d'autre que ses propres regrets? Remontons le temps. J'ai 27 ans et mon nom est Gideon. Au cours des 4 dernières années épuisantes et privées de sommeil de ma vie, j'ai travaillé sans relâche à l'obtention de mon doctorat en ingénierie biomédicale. Mon domaine de recherche spécifique se concentre sur l'utilisation de l'intelligence artificielle avancée pour analyser, cartographier et prédire les mutations des cellules cancéreuses. C'est un travail compliqué, qui vous fait fondre le cerveau, et qui exige des heures interminables à fixer des modèles de données complexes, jusqu'à ce que vos yeux brûlent physiquement et que votre vision se trouble. Parce que ma bourse universitaire était d'un maigre 24 000 dollars par an, et parce que je devais économiser chaque centime pour survivre, payer les publications académiques et assister aux conférences médicales nécessaires, j'ai commis l'erreur terrible et déchirante de vivre à la maison, en Ohio. La maison était une chambre mansardée étouffante et non isolée, dans la vieille demeure de mes parents. Elle sentait constamment la vieille poussière, la pourriture sèche et le café instantané bon marché et acide dont je me nourrissais pratiquement pour rester éveillé. Je payais à mes parents 800 dollars par mois pour le privilège absolu de transpirer à travers mes chemises chaque été, et d'avoir les orteils gelés chaque hiver. Je ne m'en suis pas plaint. Je suis une personne remarquablement stoïque par nature. Je crois fermement qu'il faut garder la tête baissée, endurer la douleur temporaire de sa situation actuelle et se concentrer entièrement sur l'objectif à long terme. Mais la chaleur physique de ce grenier exigu n'était absolument rien comparé à l'étouffement psychologique de vivre sous le même toit que ma famille toxique. Juste devant ma petite fenêtre maculée de saleté, garée directement au centre de l'allée fraîchement pavée, se trouvait la toute nouvelle Porsche Macan de mon frère aîné, Brantley, entièrement équipée. Brantley a 31 ans. Il est le PDG et unique fondateur d'une entreprise régionale de logistique et de transport. Au cours des 5 dernières années, il a agressivement développé son entreprise, passant d'une seule camionnette de livraison d'occasion rouillée à une puissance régionale évaluée à environ 2,4 millions de dollars. Aux yeux de ma famille, Brantley était un dieu intouchable. Il rapportait beaucoup d'argent. Il portait des montres clinquantes et surdimensionnées. C'était l'homme alpha bruyant, agressif et frappant des poings que mon père, Orson, avait toujours désespérément voulu que je sois. Mon père était mécanicien en machinerie lourde. Il a complètement détruit ses genoux, son bas du dos et son ouïe en travaillant sous d'énormes camions diesel pendant 30 ans. Lorsque l'entreprise de Brantley a finalement décollé et que l'argent a commencé à affluer, Brantley a embauché notre père et lui a donné le titre de directeur des opérations. C'était un titre de vanité entièrement bidon. Un poste totalement dénué de sens qui impliquait principalement que mon père se promène dans un entrepôt très fréquenté, portant un gilet haute visibilité, tenant un presse-papier, et faisant semblant d'être en charge des ouvriers. Ma mère, Veta, vénérait la terre sur laquelle Brantley marchait. Elle encourageait ses pires comportements, inventant constamment des excuses extravagantes pour son arrogance démesurée et son terrible tempérament, dans leur dynamique familiale profondément toxique. Brantley était le roi incontesté du château, et j'étais le bouc émissaire invisible et commode. J'étais la déception ultime, celui qui choisissait les livres stupides plutôt que les brutes, le nerd faible qui gaspillait sa jeunesse dans une fausse école,
tandis que de vrais hommes transportaient du fret lourd et construisaient le rêve américain. Ils s'assuraient absolument que je connaisse ma place dans la hiérarchie chaque jour. Je n'existais dans cette maison que pour payer mon loyer mensuel à temps et servir de défouloir pratique pour l'ego étonnamment fragile de Brantley. Mais à quel point cet ego massif était-il vraiment fragile? Et que se passe-t-il lorsque vous poussez un scientifique calme et calculateur au-delà de ses limites? Pour vraiment comprendre l'explosion massive qui s'est produite ce vendredi soir, il faut faire une lente promenade dans le musée de la douleur et de l'humiliation que ma famille a soigneusement bâti pour moi au fil des ans. Ce n'était pas un conflit soudain, sorti de nulle part. C'était une lente, agonisante goutte de poison. C'était une campagne de dénigrement constante et calculée, conçue pour me rappeler que, peu importe ce que j'accomplirais dans le monde universitaire ou scientifique, je serais toujours fondamentalement sans valeur comparé au roi de la logistique de l'Ohio. Je me souviens très bien d'un incident il y a 3 ans. J'avais 24 ans à l'époque, en plein milieu d'une semaine d'examen de mi-parcours brutal et à forts enjeux pour ma maîtrise. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment sur mon bureau en bois bon marché à 2 heures du matin. C'était Brantley. Son entrepôt nouvellement établi et en pleine croissance venait de subir une panne réseau massive et catastrophique. Tout son système de suivi des stocks était complètement hors service. Les quais de chargement étaient paralysés, et sa flotte de camions ne pouvait pas être chargée ou expédiée. Il perdait activement des milliers de dollars à l'heure. Il n'a pas appelé pour demander mon aide. Il a appelé pour l'exiger. Mon père a pris le téléphone une seconde plus tard et a bruyamment crié que je devais me retrousser les manches et soutenir l'entreprise familiale en période de crise. Alors, malgré mon épuisement, je me suis traîné hors du lit, j'ai conduit 2 heures sous une pluie battante et glaciale, et j'ai passé 6 heures d'affilée à ramper à 4 pattes sous des bureaux sales et poussiéreux. J'ai recablé ses serveurs principaux, contourné un routeur grillé, et réécrit manuellement sa structure de base de données corrompue, ligne par ligne. J'ai complètement manqué mon examen avancé de biochimie du matin. J'ai à moi seul sauvé son entreprise de logistique d'un effondrement opérationnel et financier total. Quand j'ai finalement essuyé l'épaisse graisse noire de serveur de mes mains, complètement épuisé et tremblant à cause de trop de caféine et de zéro sommeil, Brantley s'est approché et m'a négligemment jeté un billet de $50 froissé sur la poitrine. Il a rebondi sur ma chemise et a frappé le sol. « Va t'acheter un bon café, le nerd » a-t-il gloussé, en me tapant le dos si fort que j'ai réellement trébuché en avant. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il n'a pas dit merci. Il m'a traité exactement comme un mendiant désespéré qui venait de nettoyer son pare-brise à un feu rouge. Puis il y a eu l'infâme dîner de Thanksgiving l'année dernière. Je venais de recevoir une nouvelle incroyable. J'avais fait publier un article de recherche majeur, examiné par des pairs, dans une revue médicale nationale très prestigieuse. C'était une étape décisive et énorme pour tout jeune ingénieur biomédical. Je suis descendu dans la salle à manger ce soir-là, portant une chemise propre, espérant follement une seule once de reconnaissance authentique de la part de ma famille de sang. Au lieu de cela, tout le dîner a servi de tribut élaboré et écœurant au plus récent projet d'expansion d'entrepôt de Brantley. Ma mère, Veta, s'était même donné la peine de commander un énorme gâteau fait sur mesure, en forme exacte de semi-remorque de 18 roues. Tandis que nous mangions notre dinde sèche, mon père a fièrement levé son verre de bière bon marché. À Brantley, a proclamé Orson bruyamment, sa voix résonnant dans la petite salle à manger. Un vrai travailleur qui crée de vrais emplois et bâtit une richesse générationnelle. Pas comme certaines personnes paresseuses dans cette maison, qui passent toute la journée à jouer à des jeux vidéo financés par le gouvernement sur leurs petits ordinateurs. Toute la table a éclaté de rire. Ma mère a ricané, ses yeux brillants de fierté alors qu'elle tapotait doucement le bras massif de Brantley. Brantley m'a regardé d'un bout à l'autre de la table, ses yeux remplis d'un mélange dégoûtant et puissant de pitié et de supériorité absolue. Il a fouillé dans son portefeuille de créateur, en a sorti un billet de $100 neuf et impeccable, et l'a négligemment jeté sur le plat de dinde. Il a flotté dans l'air et a atterri directement dans mon tas de purée de pommes de terre, absorbant la sauce brune. « Va t'acheter de beaux vêtements, Gideon » a-t-il ricané, un sourire méchant se répandant sur son visage. Tu ressembles à un sans-abri. Peut-être que si tu avais l'air un peu mieux, tu pourrais enfin trouver un vrai travail. Je suis resté assis en silence. J'ai calmement sorti le billet de $100 imbibé de sauce de ma nourriture, les essuyé avec ma serviette en tissu, les soigneusement plié et les mis dans ma poche. Je n'ai pas discuté avec lui. Je n'ai pas essayé de défendre mes recherches complexes ou d'expliquer le prestige de la revue médicale.
Je savais parfaitement bien qu'essayer d'expliquer les subtilités de l'intelligence artificielle et de la mutation cellulaire à un homme qui mesurait littéralement le succès humain à la taille physique de ses pneus de camion. C'était exactement comme essayer d'expliquer le calcul avancé à un Golden Retriever. C'était une perte totale de temps et d'énergie. Mais au plus profond de ma poitrine, ça brûlait. Ça brûlait comme de l'acide de batterie. J'ai réalisé à ce moment-là que l'amour et le respect de mon père étaient très conditionnels, et que la seule condition acceptable était l'argent, le pur et simple argent. Brantley avait tout l'argent, ce qui signifiait qu'il détenait tout le pouvoir dans notre dynamique familiale tordue. L'arrogance démesurée de Brantley n'était pas seulement un défaut de caractère mineur. C'était toute son identité. Il nourrissait un complexe d'infériorité massif et profondément enraciné concernant sa propre intelligence. Parce qu'il avait à peine réussi à passer le lycée, il ressentait un besoin psychotique intense d'humilier financièrement toute personne qui était réellement plus intelligente que lui, juste pour équilibrer les choses dans sa propre tête, surtout son jeune frère. La seule façon pour lui de se sentir vraiment grand était de me couper activement les jambes. Mais une dynamique familiale toxique ressemble beaucoup à un élastique tendu. Il ne peut s'étirer que jusqu'à un certain point, avant de violemment se rompre. Et ce claquement définitif arrivait beaucoup plus vite qu'aucun d'eux n'aurait pu le réaliser. Si votre propre famille traitait le travail de votre vie comme une blague, combien de temps resteriez-vous silencieux avant de finalement riposter? C'était un vendredi soir brutalement chaud, exactement 6h30 du soir. L'air vicié de ma chambre mansardée était épais, lourd et complètement étouffant. Le ventilateur de fenêtre pathétique et bruyant que j'avais installé ne faisait absolument rien d'autre que de pousser de l'air chaud et poussiéreux dans la pièce exiguë. Mais honnêtement, la chaleur physique ne m'importait pas. J'étais complètement dans ma bulle. Je faisais tourner la dernière séquence algorithmique, la plus critique, de tout mon projet de recherche doctorale de 4 ans. Dans exactement 12h30, c'est-à-dire à 7h du matin samedi, j'avais une date limite stricte et inflexible. Je devais télécharger un fichier de données massif, hautement crypté de 2 téraoctets, directement sur le serveur universitaire sécurisé du comité doctoral. C'était la dernière exigence obligatoire avant ma défense de thèse officielle, prévue pour lundi matin. Si ce fichier de données massif n'était pas entièrement téléchargé à temps, le système automatisé me bloquerait. Je serais automatiquement recalé. Des années de travail épuisant et sans sommeil, toute ma réputation académique, mon financement de bourse fédérale, tout cela se transformerait instantanément en cendres. Je travaillais sur un poste de travail de laboratoire lourdement modifié, hautement spécialisé, qui m'avait été officiellement prêté par le département d'ingénierie de l'université. C'était une pièce d'art d'ingénierie absolue, évaluée à 15 000 $. Une machine d'aile précision épaisse, lourde, de qualité industrielle, chargée de RAM maximale, de double carte graphique, et d'un processeur personnalisé conçu spécifiquement pour le rendu de modèles d'IA complexes et multicouches sans surchauffe. Connecté à elle par un épais câble tressé renforcé, se trouvait un disque dur externe à semi-conducteur lourd, crypté de qualité militaire. Au laboratoire, nous l'appelions simplement le « disque maître ». Il contenait les séquences génétiques brutes non compressées et les algorithmes propriétaires que j'avais passé des années à écrire. Sans ce disque spécifique, l'ordinateur portable de 15 000 $ était essentiellement un presse-papier très cher. Je sirotais une tasse tiède de café amer, me frottant nerveusement les tempes douloureuses, et regardant la barre de progression verte à l'écran ramper lentement et agonisément au-delà de 90%. Les ventilateurs de refroidissement à l'intérieur de l'ordinateur portable gémissaient comme des moteurs d'avion, luttant contre la chaleur du grenier. J'y étais presque. Juste quelques heures de rendu de plus et je pourrais enfin savourer la liberté. Puis, sans aucun avertissement, la porte en bois fragile de mon grenier fut violemment ouverte d'un coup de pied. Elle ne s'est pas ouverte normalement. Elle a claqué contre le mur de plâtre avec suffisamment de force brute pour faire tomber la poussière des chevrons du plafond. J'ai fait pivoter ma chaise, arrachant mes écouteurs anti-bruit de mes oreilles. Brantley se tenait agressivement dans l'embrasure de la porte, bloquant la seule sortie. Il semblait totalement hors de propos dans ma pièce exiguë, sombre et mal éclairée. Il portait un costume Armani sombre sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ses cheveux étaient parfaitement lissés avec un gel coûteux, et une vague suffocante, écrasante, de colonnes de luxe épicé a inondé ma chambre, écrasant complètement l'odeur de mon café rassis. Il respirait lourdement, son visage rouge d'intense irritation et d'impatience. « Lève-toi » a-t-il aboyé, pointant un doigt épais et agressif directement sur mon visage.
Je travaille, Brantley, ai-je dit, gardant ma voix parfaitement égale et calme, refusant de m'aligner sur son énergie agressive. J'ai dit à tout le monde dans la maison ce matin que je ne pouvais être dérangé sous aucun prétexte ce soir. Je me fiche de tes petits projets scolaires, a-t-il claqué, entrant lourdement dans la pièce. Il a fouillé dans sa veste de costume, en a sorti un morceau de tissu plié, et me l'a jeté au visage. Je l'ai attrapé par réflexe. C'était un gilet réfléchissant jaune néon, taché de graisse. L'uniforme standard de ces ouvriers d'entrepôt. Mon superviseur de quai de nuit vient de partir. Il a démissionné sur le champ. J'ai besoin d'une personne pour gérer le quai de chargement et scanner les codes-barres ce soir. C'est toi qui vas le faire. J'ai baissé les yeux sur le gilet jaune sale dans mes mains. Puis j'ai lentement relevé les yeux vers lui. Es-tu complètement fou? J'ai une date limite énorme, qui va définir ma carrière, dans exactement 12 heures. Je ne peux pas quitter cet ordinateur. Il nécessite une surveillance manuelle. Brantley a roulé les yeux de manière dramatique, ajustant sa cravate en soie coûteuse dans le reflet de ma fenêtre sombre. Écoute-moi bien, petite sangsue. J'ai un rendez-vous important ce soir avec Delphine. Delphine était un mannequin Instagram local, très populaire, que Brantley essayait désespérément de séduire depuis plus de 6 mois. Elle était totalement hors de sa portée, mais il avait finalement acheté son attention limitée avec la promesse d'un dîner dans un restaurant de steak 5 étoiles, et un service de bouteilles VIP dans un club du centre-ville. Je n'annulerai absolument pas ma soirée et ne perdrai pas cette fille pour une stupide histoire d'entrepôt. Je te paierai $150 en espèces. Maintenant, mets ce foutu gilet, monte dans ta voiture, et rejoins le quai de chargement. Non, ai-je dit fermement, laissant tomber le gilet sur le sol. Je ne le ferai pas. Si j'arrête ce processus de rendu maintenant, les données seront corrompues. Tout mon doctorat dépend de ce moment précis. Brantley a lâché un rire sonore, moqueur et retentissant qui a fait écho dans la petite pièce. Ton doctorat? Ton faux doctorat inutile? Laisse-moi rire, Gideon. Tu gagnes $24 000 par an à jouer aux scientifiques. J'ai gagné $24 000 avant le déjeuner aujourd'hui, juste en faisant 3 appels téléphoniques. Il s'est incroyablement rapproché. L'odeur de sa colonne me piquait physiquement les yeux. Ne fais pas comme si ton temps était réellement précieux. Tu ne fais pas de vrai travail. Maintenant, lève-toi avant que je ne te traîne hors de cette chaise. Non, Brantley, ai-je dit. Trouve quelqu'un d'autre pour faire ton sale boulot. Avant que Brantley ne puisse recommencer à crier, les lourds pas de mon père ont résonné bruyamment dans les escaliers en bois. Orson est apparu dans l'embrasure de la porte, juste derrière Brantley, tenant une canette de bière à moitié vide, l'air incroyablement agacé par les cris qui interrompaient son émission de télévision. La cavalerie était officiellement arrivée. Mais de quel côté mon père allait-il prendre? Le fils épuisé défendant désespérément son avenir académique, ou le fils riche qui payait sa bière et son hypothèque? Que se passe-t-il lorsqu'un égo imparable rencontre une échéance inamovible? Mon père s'est appuyé lourdement contre le cadre de la porte en bois, prenant une gorgée lente et délibérée de sa bière bon marché. Il a baissé les yeux sur le gilet réfléchissant jaune néon posé sur le sol, puis a regardé Brantley, impeccable dans son coûteux costume Armani, et enfin moi, assis sur ma chaise de bureau bon marché et grinçante, portant un t-shirt délavé. Le jugement dans ses yeux était immédiat et palpable. Quel est exactement le problème ici, a grommelé Orson, sa voix rugueuse comme du papier de verre. Le problème, c'est votre fils cadet incroyablement ingrat, a ricané Brantley, croisant ses bras massifs sur sa poitrine. J'ai généreusement offert de lui payer une bonne somme d'argent pour couvrir le quai de chargement juste pour une nuit, afin que je puisse sortir avec Delphine. Il refuse parce qu'il veut rester assis ici et jouer sur son petit ordinateur. Je me suis levé lentement, sentant mon rythme cardiaque au repos commencer à monter dangereusement. Bien que je me sois battu pour garder mon expression faciale complètement vide. Papa, ce n'est pas un jeu. Je finalise les données de ma thèse. Si je quitte cette pièce, le système surchauffe et le rendu échoue. Je dois rester ici et le surveiller. Je soutiens mon doctorat lundi matin. C'est tout mon avenir. Orson a soupiré. C'était un son profond et râpeux de profonde déception. Il m'a regardé exactement comme si j'étais un morceau de déchet dégoûtant collé à la semelle de sa botte de travail. Gideon, pour l'amour de Dieu, arrête d'être si dramatique. La machine fait le travail.
Tu n'as qu'à t'asseoir. Laisse-la tourner. Va aider ton frère. Gagne de l'argent réel pour l'entreprise familiale, pour une fois dans ta misérable vie. Tu lui dois de mettre de la nourriture sur notre table et de payer ce toit. Je paie un loyer, ai-je rétorqué, ma voix s'élevant finalement d'une fraction d'octave. Je vous paie $800 par mois pour ce grenier. Je ne lui dois absolument rien. Je ne vais pas jeter 4 ans de ma vie et ma carrière pour qu'il puisse aller boire du vin hors de prix avec un mannequin Instagram qui n'aime que son portefeuille. La pièce exiguë du grenier est devenue silencieuse. La pression atmosphérique a semblé chuter instantanément, comme les moments juste avant qu'une violente tornade ne touche le sol. J'avais ouvertement défié l'enfant chéri devant notre père. J'avais directement insulté sa conquête romantique et souligné la nature transactionnelle de ses relations. J'ai vu le muscle épais de la mâchoire de Brantley tressaillir violemment. Son complexe d'infériorité massif, soigneusement caché, a flambé comme de l'essence sur un feu ouvert. Il ne pouvait tout simplement pas supporter que je lui ai dit non. Il ne pouvait pas accepter le fait que je valorisais ma propre intelligence et mes recherches plus que ses offres d'argent. « Tu penses que tu es meilleur que moi » a chuchoté Brantley, faisant un pas menaçant en avant. Son visage prenait une dangereuse teinte marbrée de rouge foncé. « Tu penses que ce petit jouet te rend spécial ? Tu penses que lire des livres fait de toi un homme ?» Il a pointé un doigt tremblant vers le poste de travail d'Elle Précision de $15 000 sur mon bureau. « Brantley, éloigne-toi du bureau » ai-je averti, me plaçant rapidement entre lui et l'ordinateur. C'est la propriété de l'université. C'est un équipement très sensible, financé par le gouvernement fédéral. N'y touche pas. Propriété de l'université, a raillé Brantley, haussant la voix pour m'imiter. Puis il a bougé beaucoup plus vite qu'un homme de sa taille ne devrait pouvoir le faire. Il s'est précipité et m'a poussé violemment au centre de ma poitrine. J'ai trébuché en arrière, me prenant maladroitement les pieds dans les jambes de ma chaise et m'écrasant lourdement sur le plancher en bois. Avant que je puisse même me remettre sur mes pieds, Brantley a saisi l'écran épais et lourd de l'ordinateur portable à 2 mains. « Pas de doctorat pour toi, Harry Brantley », un son maniaque, purement diabolique, résonnant dans le grenier. « Ton travail est de charger mes camions. » Avec un rugissement violent et guttural, il a arraché l'ordinateur portable lourd du bureau. Les câbles épais se sont déchirés de leur port métallique avec des claquements dégoûtants. Il a soulevé la machine de $15 000 au-dessus de sa tête et l'a claquée sur le parquet avec toutes ses forces. Le bruit était absolument assourdissant. Cela ressemblait exactement à un grave accident de voiture. Le châssis robuste en alliage de magnésium s'est déformé et s'est effondré sur lui-même. L'écran haute définition s'est instantanément brisé en 1 million de toiles d'araignée de verre fissurées, et l'écran à cristaux liquides s'est vidé comme de l'encre noire. Des étincelles ont jailli agressivement du compartiment de la batterie perforée, suivies immédiatement par l'odeur âcre, hautement toxique, de silicium brûlant, de plastique fondu et d'ozone. Mais il n'avait pas fini. Mon père restait là, dans l'embrasure de la porte, regardant passivement, ne faisant absolument rien pour arrêter la fureur de son fils aîné. Brantley a regardé le bureau vide. Le disque maître était toujours là, sa lumière bleue clignotant frénétiquement alors qu'il cherchait désespérément une connexion haute qui n'existait plus. Il a tendu la main et a ramassé le lourd disque métallique crypté. « S'il te plaît, ai-je dit, ma voix à peine un murmure rauque depuis le sol. Ce sont les données maîtresses. S'il te plaît, Brantley. » Brantley m'a regardé droit dans les yeux, a affiché un sourire glaçant et triomphant, et a placé ses pouces épais précisément au centre du disque. Il a appliqué une pression massive. Le boîtier en plastique épais a gémi. Le métal intérieur s'est plié, puis un craquement aigu et horrible a résonné dans la pièce silencieuse. Il a violemment brisé le disque complètement en deux, détruisant de façon permanente les délicats plateaux de verre à l'intérieur. Il a négligemment jeté les 2 morceaux cassés sur le cadavre fumant et ruiné de l'ordinateur portable. « Oups », a dit Brantley, ajustant calmement les revers de sa veste de costume. « On dirait que tu as du temps libre maintenant, après tout. Je t'attends à l'entrepôt dans exactement 20 minutes. Ne sois pas en retard. » Il a tourné les talons et est sorti de la pièce avec assurance. Mon père a regardé le tas fumant d'électronique coûteuse, a pris une autre gorgée lente de sa bière, et a hoché la tête avec approbation. Il a raison, Gideon. Il est temps de grandir et de rejoindre le monde réel. Et il s'est retourné et est parti. J'étais resté complètement seul dans le grenier étouffant. Le travail de ma vie,
une machine de 15 000 $, et un actif gouvernemental vital, gisaient en ruine fumante à mes pieds. Il s'attendait à ce que je pleure. Il s'attendait à ce que je mendie pardon. Il s'attendait à ce que je me rende, que je mette le gilet jaune, et que je me soumette à son autorité. Que feriez-vous si votre propre chair et votre propre sang détruisaient intentionnellement tout votre avenir juste pour vous donner une leçon d'obéissance? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Alors que je restais complètement immobile sur le sol poussiéreux de ce grenier étouffant, fixant d'un air absent le châssis fumant et ruiné du Dell Précision, quelque chose de profond dans mon cerveau s'est complètement et définitivement éteint. Le lien émotionnel fragile et désespéré qui me liait à ma famille, le fil invisible de l'obligation et de la recherche d'approbation, s'est simplement évaporé dans l'air. Il avait entièrement disparu, remplacé instantanément par une clarté froide, calculatrice et terrifiante. En bas, j'entendais clairement ma mère, Veta, parler à mon père dans la cuisine. Elle a laissé échapper un rire aigu et incroyablement dédaigneux. « Oh, ce n'est qu'un ordinateur », l'ai-je entendu dire joyeusement. Gideon réagit toujours de manière excessive à tout. Il ira faire le quart. Ça lui fera du bien de faire enfin un travail dur et honnête, pour une fois. Il croyait sincèrement avoir gagné la guerre. Il pensait qu'en brisant mes outils, ils avaient réussi à briser mon esprit et à forcer ma soumission. Mais mon cerveau avait déjà cessé de les percevoir comme ma mère, mon père et mon frère. Mon esprit est passé rapidement et efficacement d'un fils victime et maltraité à un ingénieur biomédical hautement analytique observant une défaillance du système. J'ai commencé à calculer rapidement les variables et à formuler un protocole de réponse immédiat. Je me suis levé lentement, mes articulations craquant. J'ai marché jusqu'à l'épave. La chaleur irradiante de la batterie au lithium perforé était intense, brûlant presque ma peau. Je me suis agenouillé et j'ai commencé méthodiquement à ramasser les morceaux. J'ai ramassé le cadre métallique tordu et déchiré de l'ordinateur portable. J'ai fouillé le sol et j'ai trouvé chaque touche de plastique lâche qui avait violemment sauté du clavier. J'ai soigneusement ramassé les deux moitiés violemment séparées du disque maître crypté, notant les plateaux de verre exposés et brisés à l'intérieur. J'ai ouvert mon sac à dos en toile, bon marché et usé, et j'ai doucement placé les cadavres électroniques à l'intérieur comme si j'emballais des preuves sur une scène de crime. Je n'ai pas fait de bagages de vêtements. Je n'ai pas emballé de brosse à dents ou de chargeur. J'ai simplement pris mon portefeuille, ma pièce d'identité et les clés de ma vieille Honda Civic rouillée. Je suis descendu avec le lourd sac à dos solidement posé sur mon épaule droite. En passant devant la cuisine, Orson et Veta étaient assis confortablement à table, mangeant des bretzels. « Assure-toi de bien fermer les portes de l'entrepôt quand ton quart de travail sera terminé », a dit Orson, sans même prendre la peine de lever les yeux de son magazine de sport. Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé dans leur direction. Je suis sorti directement par la porte d'entrée, laissant la porte moustiquaire claquer bruyamment derrière moi. Je suis monté dans ma voiture étouffante, j'ai démarré le moteur qui peinait, et j'ai reculé de l'allée, ignorant complètement la Porsche Macan brillante et parfaitement polie de Brantley. Le trajet jusqu'au poste de police régional a duré exactement 20 minutes. C'était un trajet de 20 minutes dans un silence absolu. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai simplement écouté le ronronnement de mes pneus usés sur l'asphalte et le traitement rapide de la logique juridique dans ma tête. Variable A, la valeur physique documentée du matériel. L'ordinateur portable était explicitement facturé à 15 000 $. Le disque crypté coûtait 2 000 $. Dommage physique total, 17 000 $. Selon la loi de l'État de l'Ohio, la destruction malveillante de biens excédant 1 000 $ est automatiquement classée comme un crime grave, et non un délit mineur, un crime grave qui change la vie. Variable B, la nature précise de la propriété. Il ne s'agissait pas d'un ordinateur portable de jeu personnel acheté en magasin. Cet équipement était officiellement la propriété de l'Université d'État et était lourdement financé par une subvention du gouvernement fédéral. Le détruire n'était pas seulement un conflit domestique local. C'était une altération et une destruction intentionnelle d'actifs de l'État et du gouvernement fédéral. Variable C, l'agresseur. Brantley, un PDG de 31 ans d'une entreprise de logistique qui dépendait entièrement des licences du ministère fédéral des Transports, des polices d'assurance commerciale et de contrats d'entreprise stricts. Que advient-il exactement d'une licence de transport routier commercial et de contrat d'expédition de grande valeur lorsque le propriétaire et PDG unique devient soudainement un criminel violent reconnu coupable? Le calcul était absolument magnifique.
Il était élégant, impeccable et absolument dévastateur. Brantley pensait avoir exercé son pouvoir suprême sur moi, mais il était complètement inconscient de l'énorme mine terrestre légale sur laquelle il venait de fièrement et arrogamment marcher. Il pensait que son argent le protégeait de toutes les conséquences. Mais la loi ne se soucie pas de votre costume Armani sur mesure, de votre Porsche ou de votre petit ami mannequin Instagram. J'ai garé ma voiture sur le parking sécurisé et bien éclairé du poste de police. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis dans l'obscurité un instant, reposant mon front contre le volant usé. Un petit sourire froid, véritablement terrifiant, est apparu sur mon visage. En arrivant au poste de police, je savais que Brantley pensait m'avoir remis à ma place, mais il n'avait absolument aucune idée qu'il venait de signer l'arrêt de mort permanent de toute son entreprise. La destruction violente de mon ordinateur portable n'était pas la fin tragique de ma carrière. C'était le début indéniable de sa ruine financière absolue. J'ai franchi avec assurance les lourdes portes blindées du poste de police à exactement moins 10 minutes de 8 heures. Le hall lumineux sentait intensément le café rassis, la cire de sol agressive et l'odeur stérile distinctive de l'éclairage institutionnel. Je me suis approché du haut comptoir d'accueil. La sergente de service, une femme plus âgée aux yeux fatigués et aux chignons désordonnés, a à peine levé les yeux de son écran d'ordinateur lumineux. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé d'une voix monotone, s'attendant clairement à une plainte de routine pour tapage nocturne ou un rapport de chien perdu. « Je dois signaler officiellement un crime grave », ai-je dit. Ma voix était incroyablement stable, complètement dépourvue de toute panique ou émotion. Destruction malveillante de biens évalués à plus de 15 000 $, et ingérence et destruction intentionnelle d'actifs de recherche du gouvernement fédéral. Cette combinaison de mots a immédiatement attiré son attention. Elle a cessé de taper, a levé les yeux vers moi, puis a lentement regardé le lourd sac à dos bombé posé sur mon épaule. 10 minutes plus tard, j'étais escorté dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre, et assis en face du détective Garraway. C'était un homme à l'allure vive, d'une quarantaine d'années, avec une cravate desserrée, qui semblait n'avoir absolument aucune tolérance pour les bêtises ou le temps perdu. « Très bien, Gideon », a dit le détective Garraway, cliquant sur son stylo et ouvrant un nouveau bloc-notes. La sergente de service a mentionné des actifs fédéraux et un ordinateur de 15 000 $. Montrez-moi les preuves. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon sac à dos et j'en ai soigneusement vidé tout le contenu sur la table métallique froide. L'odeur âcre de silicium brûlé et de fils de cuivre frit a instantanément rempli la petite pièce. Le châssis de l'ordinateur portable gravement tordu et brisé a claqué contre le métal, suivi des touches de clavier desserrées, et enfin des 2 morceaux brisés du disque maître cassé. Les sourcils du détective Garraway se sont levés jusqu'à sa ligne de cheveux. Il s'est penché en avant et a laissé échapper un sifflement bas et impressionné. Bon sang, quelqu'un était sérieusement et violemment en colère, a marmonné Garraway, inspectant soigneusement le disque cassé sans toucher le verre exposé. Qui exactement vous a fait ça? Mon frère aîné, Brantley, ai-je répondu d'un ton monocorde, maintenant un contact visuel direct. Il m'a exigé de travailler un quart de travail manuel dans son entrepôt ce soir, afin qu'il puisse aller à un rendez-vous. J'ai refusé parce que je soutiens mon doctorat lundi et que je devais terminer mon rendu de données. Il est devenu enragé, a ridiculisé mon éducation, et a intentionnellement détruit l'équipement pour me forcer à obtempérer. Garraway a cessé d'écrire. Il a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Êtes-vous absolument sûr de vouloir emprunter cette voie, gamin? Si j'écris ceci exactement comme vous me le dites, avec ces montants précis, c'est une accusation de crime grave automatique. C'est votre propre frère. Une fois que l'État s'en empare, vous ne pouvez pas simplement m'appeler et retirer cela demain matin quand votre mère commencera à pleurer. Je suis complètement et à 100% sûr, ai-je dit sans une seule seconde d'hésitation. Mais vous n'avez pas à me croire sur parole quant à la valeur financière. Laissez-moi passer un coup de fil. J'ai composé le numéro du professeur Lisandé, l'estimé chef du département d'ingénierie biomédicale et le principal gestionnaire de la subvention fédérale. Quand j'ai calmement expliqué ce qui venait d'arriver au poste de travail, le professeur a pratiquement explosé à travers le haut-parleur du téléphone. Il était apoplectique. En 15 minutes, le département juridique agressif de l'université avait directement télécopié les bons de commande originaux, confirmant le prix de 15 000 $, les numéros de série du matériel, et une déclaration formelle de propriété de l'État. Directement au bureau du détective Garraway. La piste écrite était indéniable et inattaquable. Garraway a examiné les faits,
Les a lus 2 fois, puis m'a regardé. D'accord, c'est étanche. Nous allons aller le chercher tout de suite. Mais, gamin, qu'en est-il de ton doctorat? Ce disque est cassé en 2. Toute l'œuvre de ta vie n'est-elle pas dessus? J'ai regardé le plastique cassé du disque maître posé sur la table. Puis j'ai levé les yeux vers le détective. Puis-je emprunter votre ordinateur une seconde? Il a froncé les sourcils, clairement hésitant, mais a finalement poussé son encombrant ordinateur portable de police à travers la table. J'ai ouvert un navigateur propre et je me suis connecté à mon serveur cloud crypté hautement sécurisé. Mes mains tremblaient légèrement d'adrénaline pendant que je tapais le mot de passe complexe. J'ai retenu mon souffle. L'écran s'est chargé. J'ai fait défiler rapidement le répertoire. Il était là, un grand fichier étiqueté, master-barandé-backup. Horodaté aujourd'hui, 4h30 de l'après-midi. Une vague massive et écrasante de pur soulagement a envahi tout mon corps. Parce que je suis un scientifique profondément paranoïaque qui ne fait jamais confiance à un seul point de défaillance, j'avais secrètement mis en place un script de sauvegarde automatisé il y a un mois. Toutes les 3 heures, il poussait discrètement une sauvegarde entièrement compressée des données de rendu vers un serveur cloud secondaire caché. Je n'avais perdu qu'environ 2 heures de travail de calcul. Rien de plus. Ma thèse était complètement en sécurité. Mon diplôme était en sécurité. J'étais en sécurité. J'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai repoussé vers Garaway. Mes données vont bien, détective, ai-je dit. Un sentiment de calme terrifiant et glacial s'installant de façon permanente sur mon âme. Le signalement de ce crime ne vise plus à sauver mon avenir. Il s'agit purement, à 100%, de le punir pour avoir essayé de le détruire. Garaway a souri légèrement, respectant clairement la cruauté. Où est votre frère en ce moment? Il a une réservation pour le dîner à 20h au Capital Grille en centre-ville, ai-je dit, vérifiant ma montre. Il porte un costume Armani sur mesure et est assis avec une femme blonde. Vous ne devriez avoir aucun mal à le trouver. Si vous avez trouvé cette histoire captivante ou si elle a suscité de fortes émotions en vous, pensez à soutenir la chaîne. Veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner, et laisser un commentaire pour me faire savoir de quelle ville, État ou pays vous regardez aujourd'hui. Chaque interaction aide plus de gens à découvrir des histoires comme celle-ci. Pendant que j'étais assis dans le poste de police stérile et fortement climatisé, sécurisant systématiquement mon avenir académique, mon frère aîné Brantley vivait dans une réalité complètement différente. À 20h30 ce soir-là, Brantley était assis dans une cabine d'angle très convoitée à l'intérieur du Capital Grille, le restaurant de steak le plus cher et exclusif de tout le quartier du centre-ville. Le restaurant était une forteresse de bois d'acajou foncé, d'éclairage tamisé et romantique, et du tintement doux et constant de verre à vin en cristal coûteux. Il portait son costume Armani sur mesure, complètement inconscient de la tempête massive qui se préparait au-dessus de sa tête. Assise directement en face de lui se trouvait Delphine, la magnifique mannequin Instagram qu'il poursuivait désespérément depuis plus de 6 mois. Elle portait une robe de créateur, sirotant poliment un verre de champagne millésimé qui coûtait probablement plus cher que mon budget hebdomadaire en épicerie. Brantley était complètement dans son élément. Il tenait agressivement la cour, racontant bruyamment des histoires fortement exagérées sur son empire logistique massif et sur la quantité d'argent que sa flotte de camions rapportait quotidiennement. Il voulait s'assurer que tout le monde aux tables environnantes sache exactement à quel point il était important. Il s'est même fièrement vanté auprès de Delphine d'avoir réussi à gérer une dispute familiale en remettant agressivement son frère cadet, intello et irrespectueux, à sa place. Il pensait sincèrement qu'il avait l'air incroyablement masculin et dominant. Il pensait être le prédateur ultime de la ville. Et puis les lourdes portes doubles en acajou du restaurant se sont grandes ouvertes. Le détective Garaway n'est pas venu seul. Parce que le crime impliquait officiellement la destruction malveillante d'actifs de recherche fédéraux de grande valeur, il a amené avec lui 2 grands policiers en uniforme, lourdement armés. Ils n'ont pas attendu que l'hôtesse les place. Ils ont marché à pas lourds et délibérés à travers la salle à manger bondée et élégante. La musique de jazz douce jouant en fond a semblé s'estomper instantanément, tandis que le bavardage des riches clients s'est éteint dans un silence tendu et nerveux. Dans un restaurant haut de gamme, 3 policiers marchant directement vers une table signifie que quelque chose d'incroyablement grave est en train de se passer. Ils se sont dirigés directement vers la cabine d'angle. Brantley s'est interrompu en pleine phrase, un morceau de côte de bœuf de qualité supérieure vieilli en suspens à mi-chemin de sa bouche.
Il a froncé les sourcils, regardant les officiers avec un mélange d'intense confusion et d'agacement immédiat. Brantley, a dit le détective Garraway, sa voix assez forte et claire pour que les tables voisines puissent parfaitement l'entendre. Levez-vous et éloignez-vous de la table, s'il vous plaît. Vous êtes officiellement en état d'arrestation. Brantley s'est figé complètement. Il a cligné rapidement des yeux, regardant le détective, puis les policiers en uniforme, et enfin Delphine, dont les yeux étaient aussi grands que des assiettes. Le vin rouge riche qu'il buvait lui a soudainement donné une poussée massive et complètement imméritée de courage liquide. Il a ricané, un son fort et incroyablement arrogant. Arrêtez, Harry Brantley, laissant tomber sa lourde fourchette en argent sur son assiette avec un grand fracas. Pourquoi exactement? Est-ce qu'un de mes chauffeurs de camion s'est encore garé sur une place pour handicapés? Écoutez, monsieur l'agent, je pense que vous vous trompez de personne. Avez-vous une idée de qui je suis? Je possède la plus grande entreprise de logistique de ce comté. Nous savons exactement qui vous êtes, a dit le détective Garraway, son expression complètement impassible. Vous êtes en état d'arrestation pour destruction malveillante de propriété de l'État, un crime grave, d'une valeur de plus de 15 000 $, et pour altération intentionnelle d'actifs de recherche fédéraux. Je vais vous le demander une fois de plus gentiment. Levez-vous, tournez-vous, et placez fermement vos mains derrière votre dos. Le visage de Brantley est instantanément devenu d'un violet foncé et violent. La honte pure et écrasante d'être publiquement confronté devant Delphine et l'élite fortunée de la ville a complètement court-circuité son cerveau. Il a claqué ses mains lourdes sur la nappe blanche impeccable, renversant un verre d'eau en cristal. C'est absolument ridicule, a hurlé Brantley, sa voix résonnant bruyamment sur les murs en acajou. Il s'agit de ce stupide ordinateur. Mon petit frère pathétique a réellement appelé les flics. C'est une dispute familiale à propos d'un jouet bon marché. Vous ne pouvez pas arrêter un PDG pour avoir cassé un jouet dans la maison de ses propres parents. C'était une propriété d'État documentée, monsieur, a dit l'un des policiers en uniforme, s'avançant agressivement et détachant sa lourde ceinture utilitaire. Levez-vous maintenant. Non, a rugi Brantley. Il a poussé agressivement la table en avant, coinçant Delphine contre la banquette en cuir, et a essayé de se frayer un chemin agressivement en poussant les policiers. C'était la dernière erreur fatale. On ne bouscule absolument pas un policier. En un clin d'œil, les deux grands agents ont saisi sa coûteuse veste de costume Armani, lui ont balayé les jambes dessous lui, et l'ont plaqué face contre le magnifique tapis importé. Le bruit sourd a fait teinter les couverts sur toutes les tables de la pièce. Brantley s'est débattu violemment, jurant à tue-tête, criant que son frère était un lâche et une balance. Ils lui ont arraché les bras derrière le dos avec force, le clic métallique aigu des menottes en acier résonnant avec une brutalité définitive. Alors qu'il le relevait de force, son costume ruiné et son visage rouge de fureur, il a regardé frénétiquement sa compagne. « Delphine, chérie. Dis-leur que c'est une erreur, a plaidé Brantley, essayant désespérément de sauver son ego brisé. Dis-leur que j'ai l'argent pour payer. » Delphine n'a pas dit un seul mot. Elle a regardé la note de dîner massive posée sur la table, puis a regardé l'homme agressif et hurlant, humilié, menotté. Elle a tranquillement ramassé son coûteux sac à main Chanel, s'est levée, et est sortie rapidement par la sortie latérale sans jamais regarder en arrière. Combien de temps pensez-vous que l'ego d'un homme peut survivre lorsque tous ceux qu'il voulait impressionner le regardent être traînés en chaîne d'acier? À 22 h ce soir-là, l'onde de choc absolu de la réalité a finalement frappé la maison de mes parents. Mon père, Orson, était confortablement assis dans son fauteuil inclinable usé du salon, regardant un match de baseball, et se demandant probablement pourquoi je n'étais pas encore remonté à l'étage pour mendier pardon. Il s'attendait sincèrement à ce que je finisse par franchir la porte d'entrée, la tête basse en signe de défaite totale, prêt à enfiler le gilet de sécurité jaune et à me soumettre à l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il y a eu un coup fort, incroyablement agressif, à la porte d'entrée. Ce n'était pas un coup poli. C'était le coup lourd et autoritaire des forces de l'ordre. Orson a grommelé, a mis son émission de télévision en pause, et a marché lourdement jusqu'à la porte d'entrée. Quand il l'a ouverte, 2 policiers en uniforme se tenaient sur le porche avant, sous la faible lumière jaune du porche. « Êtes-vous Orson » a demandé l'officier le plus grand, tenant un petit bloc-notes. « Oui, c'est moi. »« Que se passe-t-il » a demandé Orson, sa voix rauque faiblissant légèrement. « Nous vous informons officiellement que votre fils, Brantley, est actuellement en garde à vue au centre de détention du comté en centre-ville, » a déclaré l'officier fermement.
Ma mère, Veta, qui faisait la vaisselle dans la cuisine, a laissé tomber une assiette mouillée dans l'évier et s'est précipitée frénétiquement dans le salon, séchant nerveusement ses mains sur son tablier. En garde à vue? Pourquoi? Que s'est-il passé? Il est censé être à un dîner chic. Il a été officiellement arrêté au restaurant il y a 1 heure pour destruction criminelle de propriété et altération d'actifs fédéraux, a expliqué l'officier, son ton dénué de toute sympathie. Et monsieur, nous devons en fait vous poser quelques questions. Selon la déclaration officielle de la victime, vous étiez physiquement présent dans la pièce lors de la commission du crime. Est-ce exact? La mâchoire d'Orson a pratiquement touché le plancher. La couleur restante a instantanément complètement disparu de son visage buriné. Je veux dire, ce n'était qu'un stupide ordinateur. C'était l'ordinateur de Gideon. Il n'avait qu'une dispute fraternelle. Vous ne pouvez pas arrêter un homme d'affaires prospère pour avoir cassé un ordinateur portable. C'était une preuve d'état très sensible, monsieur, l'a corrigé l'officier sèchement. Et en témoignant activement de la destruction de biens fédéraux et en omettant de le signaler, vous marchez sur des œufs en ce qui concerne les accusations de complicité. Vous devez comprendre la gravité absolue de cette situation, maintenant. Votre fils risque actuellement d'1 à 5 ans dans un pénitencier d'État. Mon père a physiquement reculé, s'appuyant lourdement contre le mur pour se soutenir. Son cerveau ne pouvait tout simplement pas traiter l'information. Dans son petit monde étroit d'esprit, tout ce qui se passait entre les murs de sa maison restait entièrement à l'intérieur de sa maison. L'idée terrifiante que le monde extérieur, la loi elle-même, et le gouvernement fédéral puissent physiquement atteindre son salon, et punir brutalement son fils préféré et riche pour avoir, discipliné, le nerf de la famille, a complètement brisé sa compréhension de la réalité. Je dois aller le voir tout de suite. Je dois payer sa caution, a exigé Orson, sa voix tremblante de panique alors qu'il cherchait ses clés de camion. Combien est la caution en espèces? L'officier a secoué lentement la tête. Vous ne pouvez pas le voir et vous ne pouvez pas le faire libérer sous caution ce soir, car les accusations impliquent des actifs de recherche fédéraux et un montant élevé en dollars. Le magistrat a refusé la caution immédiate. Il sera détenu dans une cellule sécurisée jusqu'à son audience de mise en accusation formelle lundi matin à 9 h. Je vous suggère fortement de passer votre week-end à chercher un très bon, très cher, avocat de la défense pénale. Les officiers se sont retournés et sont retournés à leur voiture de patrouille, laissant mes parents debout dans l'embrasure de la porte, complètement paralysés par la peur et la confusion. Tandis que mon frère, l'enfant chéri, était brutalement dépouillé de son coûteux costume Armani, aspergé d'eau froide et remis une combinaison de prison orange rêche pour dormir sur une dalle de béton, j'étais dans un monde complètement différent. L'université avait gentiment arrangé que j'utilise un laboratoire d'urgence vide et hautement sécurisé sur le campus. J'étais assis dans une chaise confortable et ergonomique, buvant du café frais, et regardant les dernières lignes de code se compiler parfaitement depuis mon serveur de sauvegarde. J'étais complètement calme. J'étais entièrement concentré. J'ai passé tout le week-end à peaufiner mes diapositives de présentation, à affiner mes points de données, et à me préparer pour le plus grand jour académique de toute ma vie. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. J'ai bloqué les numéros de téléphone de mes parents. Je les ai complètement effacés de ma réalité actuelle. Ils avaient essayé de détruire complètement mon avenir pour exercer leur pathétique domination. Mais tout ce qu'ils avaient vraiment fait, c'était de me donner l'environnement calme et absolument parfait pour réussir, pendant qu'ils passaient 48 heures à se noyer dans la pure panique. Selon vous, qu'est-ce qui blesse le plus un narcissique? Perdre son argent ou perdre le contrôle total sur vous? Le lundi matin est arrivé avec une clarté nette et lumineuse. L'univers a une façon incroyablement ironique d'équilibrer les plateaux de la justice lorsque vous cessez de vous battre et laissez les conséquences naturelles prendre le dessus. À exactement 9 h du matin, 2 événements monumentaux se produisaient simultanément, aux antipodes de la ville. Dans un grand amphithéâtre lambrissé de l'université, je me tenais avec assurance à un pupitre, portant un costume bleu foncé impeccable que j'avais acheté dans un magasin d'occasion et que j'avais soigneusement ajusté moi-même. J'ai regardé le comité doctoral, un groupe de professeurs incroyablement intimidants et brillants qui tenaient tout mon avenir entre leurs mains. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lancé ma présentation et j'ai commencé à parler. Je n'ai pas pensé à Brantley. Je n'ai pas pensé au ricanement de mon père ou aux fausses larmes de ma mère. J'ai canalisé chaque once de ma frustration de toute une vie, ma colère, et mon intellect pur et indéniable dans ma défense.
J'ai expliqué mes modèles d'intelligence artificielle avec un niveau de passion et une autorité limpide que je ne savais même pas posséder. J'ai répondu à chaque question épuisante qu'ils m'ont posée, sans faille. Lorsque j'ai finalement cliqué sur la dernière diapositive et conclu ma présentation, la pièce est devenue complètement silencieuse pendant 5 secondes agonisantes. Puis, le professeur Lisandet, le chef coriace du département, s'est lentement levé et a souri. C'était un travail vraiment exceptionnel. Félicitations, docteur Gideon. Je l'avais fait. Contre toute attente, contre le sabotage actif de ma propre famille, j'avais obtenu mon doctorat. Mais à exactement 3 miles de là, à l'intérieur du palais de justice du comté, froid et incroyablement déprimant, les choses allaient absolument très mal pour mon frère aîné. Brantley a été escorté de force dans la salle d'audience bondée, portant une combinaison de prison orange vif, ses mains lourdement enchaînées à une épaisse chaîne autour de sa taille. Il semblait incroyablement petit sans son coûteux costume de créateur, sans sa Porsche brillante, et sans sa bravade bruyante et intimidante. Il n'était qu'un criminel terrifié de plus, debout devant un juge fatigué. Mes parents étaient assis au dernier rang du public, l'air complètement pâle et épuisé. Le procureur agressif ne plaisantait absolument pas. « Votre honneur », a déclaré le procureur à voix haute. Le défendeur a malicieusement, intentionnellement et violemment détruit un équipement de recherche très sensible appartenant à l'université d'État. Le coût du matériel physique seul est de 15 000 $. Cependant, l'université réclame également activement de graves dommages financiers pour les efforts de récupération de données d'urgence, les frais juridiques et les retards de projet. La restitution totale demandée par l'État est de 45 000 $. Il s'agit d'un crime évident. 45 000 $. J'ai appris plus tard d'un parent que mon père avait réellement haleté bruyamment dans la salle d'audience silencieuse, se serrant la poitrine. Brantley est devenu complètement blanc. Comment le défendeur plaide-t-il, a demandé le juge, baissant les yeux par-dessus ses lunettes de lecture. L'avocat de la défense coûteux et désespéré de Brantley s'est penché et lui a chuchoté agressivement à l'oreille. Il n'avait absolument aucune affaire à défendre. Le matériel cassé était solidement enfermé dans un casier de preuves. L'université avait des reçus d'achat inattaquables. Il y avait mes déclarations sous serment. Et pire que tout, il y avait l'aveu paniqué de mon père au policier sur le porche, qu'il avait vu la scène. Aller à un procès devant jury signifiait une peine de prison garantie de 5 ans. Coupable, votre honneur, a marmonné Brantley, sa voix craquant, fixant misérablement le sol. Il a été contraint d'accepter un accord de plaidoyer brutal juste pour éviter d'aller dans un pénitencier d'État. Le juge a officiellement prononcé une condamnation pour crime grave inscrite à son casier judiciaire permanent, 3 années complètes de probation stricte, 500 heures de service communautaire obligatoire à ramasser des déchets sur les autoroutes, et l'écrasante restitution financière. Il devait payer les 45 000 $ à l'université dans les 90 jours, où sa probation serait immédiatement révoquée et il serait envoyé directement en prison. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'à présent. Si vous écoutez toujours avec enthousiasme cette chute incroyablement satisfaisante, veuillez laisser le mot « bien » dans les commentaires ci-dessous. C'est un petit insigne d'honneur amusant pour montrer que vous êtes arrivé à la meilleure partie de la vengeance. Et je m'assurerai personnellement d'aimer et de répondre à chaque commentaire qui dit « bien ». Maintenant, regardons les vrais dominos tomber. Brantley et mes parents pensaient bêtement que le terrible cauchemar était enfin terminé. Ils pensaient pouvoir simplement vider leur compte d'épargne, payer l'amende massive et reprendre leur vie normale et arrogante. Ils n'ont absolument pas réussi à comprendre la réalité dévastatrice d'une condamnation fédérale pour crime grave, tout en exploitant une entreprise commerciale fortement réglementée. La semaine suivante, l'énorme effet domino catastrophique a finalement commencé. Cela a commencé par une lettre recommandée de la Federal Motor Carrier Safety Administration, l'agence gouvernementale incroyablement stricte qui réglemente complètement tout le transport routier commercial du pays. Parce que Brantley était le propriétaire unique et le PDG en exercice de l'entreprise de logistique, et parce qu'il avait maintenant une condamnation active pour crime violent à son casier judiciaire permanent, impliquant la destruction de biens fédéraux. Son autorisation d'exploitation commerciale principale a été immédiatement signalée et suspendue en attendant un examen massif. Lorsque votre licence d'exploitation fédérale est suspendue, vous ne pouvez légalement mettre aucun camion commercial sur l'autoroute. Point final. Dans les 48 heures suivant la suspension fédérale, les algorithmes d'entreprises massives de ses plus gros clients ont remarqué le manquement à la conformité.
Brantley a reçu des avis de résiliation automatisés et froids de ses deux plus gros contrats, Amazon et FedEx. Leur politique de conformité d'entreprise interdit strictement l'utilisation de fournisseurs de logistique tiers appartenant à des criminels condamnés. Comme ça, du jour au lendemain, 80% de la totalité des revenus de son entreprise ont tout simplement disparu dans l'air. La panique totale s'est installée. Brantley a essayé frénétiquement de transférer la propriété légale de l'entreprise au nom de notre père, pour contourner les réglementations fédérales strictes, mais les auditeurs gouvernementaux l'ont immédiatement signalé comme un transfert frauduleux. L'entreprise était complètement paralysée. L'énorme flotte de camions est restée complètement inactive sur le terrain de gravier, perdant des milliers de dollars par jour en coûts d'assurance et en paiement de prêts de véhicules. Les ouvriers de l'entrepôt, réalisant que les chèques de paie allaient être sans provision, ont abandonné les quais de chargement. L'effondrement financier a été incroyablement rapide et brutalement impitoyable. Dans les 90 jours exactement suivant la rupture de mon disque dur, une entreprise précédemment évaluée à 2,4 millions de dollars a été contrainte de déposer le bilan pour faillite totale, chapitre 11. Les banques se sont agressivées, comme des vautours affamés. Elles ont repris toute la flotte de camions de livraison. Elles ont saisi le bâtiment de l'énorme entrepôt. Et pire encore pour l'ego fragile de Brantley, une dépanneuse est arrivée au milieu de la nuit et a définitivement repris sa chère et brillante Porsche Macan. Mon père, Orson, qui s'était fièrement pavané avec son faux titre de directeur des opérations, est soudainement devenu un homme de 62 ans sans emploi, sans aucune expérience de travail valide récente. Parce qu'ils avaient désespérément vidé leurs économies de retraite personnelle pour aider à payer l'énorme restitution de 45 000 dollars de Brantley, mes parents se sont retrouvés complètement ruinés. Ils ne pouvaient plus se permettre l'hypothèque de la maison où j'avais grandi. La banque a forcé une vente rapide et en détresse. Ils ont dû vendre leur maison pour à peine 60% de sa valeur marchande réelle, juste pour éponger leur dette croissante. Ils ont été contraints de faire leurs valises et de déménager dans un appartement exigu, incroyablement déprimant, de 2 chambres, dans un quartier très peu attrayant près de l'aéroport. Brantley, entièrement en faillite, déshonoré, et légalement interdit de gérer une entreprise de logistique à jamais, n'a eu d'autre choix que de déménager dans la petite chambre d'amis de leur appartement. Pendant ce temps, j'avais fait mes propres bagages, mais pour une raison complètement différente. Mon doctorat étant obtenu avec succès et mes recherches attirant l'attention nationale, j'ai accepté une offre très lucrative pour devenir ingénieur de recherche principal dans une entreprise de biotechnologie massive et prestigieuse située à Boston. Mon salaire de départ était de 160 000 dollars par an, plus des options d'achat d'actions d'entreprises incroyablement généreuses. J'ai emménagé dans un appartement magnifique et calme, avec des fenêtres allant du sol au plafond. J'ai acheté un tout nouveau SUV Volvo incroyablement sûr. Je vivais enfin une vie entourée de pères brillants et respectueux qui valorisaient mon intellect au lieu de s'en moquer. J'avais complètement excisé la tumeur toxique de ma famille de ma vie et la douleur fantôme avait entièrement disparu. Mais exactement 6 mois plus tard, le passé a décidé de sortir du caniveau pour une dernière confrontation désespérée. Comment pensez-vous qu'un roi arrogant agit lorsqu'il n'a absolument plus aucun royaume à régner ? 6 mois s'étaient écoulés exactement depuis la nuit où l'ordinateur portable avait été brisé. Je n'avais intentionnellement pas dit un seul mot à mes parents ou à mon frère depuis que j'étais parti avec mon sac à dos. J'ignorais leurs appels, bloquais leurs numéros, et me concentrais entièrement sur la construction de ma nouvelle vie incroyablement réussie à Boston. Le seul membre de ma famille avec qui je suis resté en contact était ma cousine Kyopi. C'était une bibliothécaire calme et très intelligente qui avait toujours discerné le dysfonctionnement toxique de ma famille proche. Kyopi se mariait début octobre et elle m'a envoyé une belle invitation, me suppliant d'y assister. Elle a promis de me placer à une table aussi éloignée que possible de mes parents et de mon frère. J'ai décidé d'y aller. Je n'y suis pas allé par un quelconque sentiment persistant d'obligation familiale. J'y suis allé parce que je devais me prouver que je pouvais me tenir dans la même pièce qu'eux et ne ressentir absolument rien d'autre qu'une indifférence totale. J'ai emmené ma petite amie Juno, une brillante et incroyablement astucieuse analyste de données que j'avais rencontrée à la firme de biotechnologie. Nous avons pris l'avion pour l'Ohio et avons conduit une voiture de location de luxe à la réception du mariage, qui avait lieu dans une belle salle de banquet rustique. Je portais un costume anthracite foncé parfaitement ajusté. Juno était absolument magnifique dans une robe élégante. Lorsque nous avons franchi les doubles portes, les têtes se sont immédiatement tournées. Le moulin à ragots de la ville avait clairement travaillé des heures supplémentaires. Tout le monde savait exactement ce qui s'était passé.
Il savait que Brantley avait perdu son immense entreprise parce qu'il m'avait attaqué, et il savait que j'avais atteint le succès. J'ai balayé la pièce du regard et les ai finalement repérés, assis tranquillement à une petite table dans le coin le plus éloigné, juste à côté des portes battantes de la cuisine. La transformation visuelle était absolument choquante. Orson semblait avoir vieilli de 15 ans en 6 mois. Sa posture était complètement vaincue, ses épaules affaissées, et il portait un costume qui semblait incroyablement ample sur sa silhouette amincie. Ma mère, Veta, avait l'air épuisée, tripotant nerveusement sa serviette. Et puis il y avait Brantley, l'ancien PDG bruyant et agressif d'un empire de 2,4 millions de dollars, qui semblait absolument pathétique. Il portait une chemise de ville bon marché et mal ajustée. Son visage était buriné et brûlé par le soleil. Kiopi m'avait dit qu'en raison de son casier judiciaire pour crimes violents, Brantley ne pouvait obtenir aucun emploi en entreprise. Il travaillait actuellement au noir pour une entreprise d'aménagement paysager local, passant 10 heures par jour à pousser une lourde tondeuse à gazon et à arracher les mauvaises herbes pour 15 $ de l'heure. Je les ai ignorés pendant les 2 premières heures. J'ai dansé avec Juno, bu du champagne cher, et discuté poliment avec des parents éloignés qui étaient incroyablement désireux d'entendre parler de mon emploi bien rémunéré à Boston. Mais je savais que la confrontation était inévitable. Les personnes toxiques ne peuvent tout simplement pas supporter de voir leur bouc émissaire désigné prospérer pendant qu'elles souffrent. Cela s'est produit pendant que Juno était aux toilettes. Je me tenais près du bar, tenant un verre d'eau pétillante, quand ils se sont approchés de moi. Tous les trois, Orson, Veta et Brantley. Ils ont formé un petit cercle serré et désespéré autour de moi. Il n'y avait absolument plus de colère dans leurs yeux. Seulement un désespoir profond et pathétique. Gideon, a commencé Orson, sa voix complètement dépourvue de son habituel ton autoritaire. Ça fait plaisir de te voir. Tu as l'air très réussi. Orson, ai-je dit doucement, utilisant délibérément son prénom pour établir des limites totales. Que voulez-vous? Ma mère, Veta, a immédiatement commencé à verser ses larmes de crocodile manipulatrice. Nous avons vraiment du mal, Gideon. L'appartement est si petit et les factures médicales de ton père s'accumulent. Brantley essaie, mais l'argent de l'aménagement paysager couvre à peine les courses. Brantley ne pouvait même pas me regarder directement dans les yeux. Il fixait le sol, frottant nerveusement ses mains calleuses et tachées de terre. Le poids écrasant de son ego ruiné était presque palpable. « Écoute, mec » a marmonné Brantley, sa voix incroyablement basse. J'ai foiré. J'ai laissé mon tempérament prendre le dessus. Nous avons tout perdu. Nous sommes complètement en faillite. Je sais, ai-je dit, ma voix complètement neutre et sans émotion. Nous savons que tu gagnes une somme incroyable à Boston maintenant, a dit Orson, abordant enfin le vrai but de cette embuscade. Nous espérions, étant donné que nous sommes de la même famille de sang, que tu pourrais peut-être nous prêter 50 000 $, juste pour nous aider à nous remettre sur pied et à recommencer. Nous promettons de te rembourser un jour. Je les ai regardés. L'audace pure et simple était vraiment stupéfiante. Ils avaient activement tourné ma pauvreté en ridicule, tenté de détruire agressivement toute ma carrière, et applaudi pendant que le travail de ma vie était réduit en miettes. Maintenant, parce que leur propre terrible choix les avait ruinés, ils voulaient que je leur fasse instantanément un énorme chèque pour les sauver des conséquences. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon eau pétillante. J'ai regardé les fausses larmes de ma mère. J'ai regardé les yeux suppliants et désespérés de mon père. Et finalement, j'ai regardé directement Brantley, le forçant à croiser mon regard. Le silence s'est étiré entre nous pendant plusieurs secondes angoissantes. 50 000 $, ai-je répété lentement, laissant le nombre massif flotter lourdement dans l'air entre nous. Juste un prêt, a chuchoté Brantley rapidement, profondément humilié par l'acte de mendier pour aider la famille. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était l'expression la plus froide et la plus impitoyable que j'ai jamais eue de toute ma vie. Je me suis légèrement penché, réduisant la distance physique entre mon frère aîné et moi, m'assurant que mes mots resteraient gravés dans sa mémoire. Affaire de famille, ai-je demandé doucement, faisant parfaitement écho à la phrase exacte qu'ils utilisaient pour justifier leurs abus. D'accord, je me souviens maintenant. Puisque vous avez désespérément besoin d'argent, j'ai entendu dire que le nouvel entrepôt d'Amazon à la périphérie de la ville embauche actuellement pour le quart de nuit. Ton travail est de charger des camions, tu te souviens.
Brantley a physiquement reculé comme si je venais de le frapper au visage avec une batte de baseball. L'horreur absolue de ses propres mots arrogants, transformés en armes et jetés directement à son visage, a complètement brisé le minuscule morceau fragile de son ego qui restait intact. Il a ouvert la bouche pour parler, pour argumenter, pour se défendre, mais absolument rien n'est sorti. Il est resté là, complètement vaincu, respirant lourdement. « Tu es si incroyablement cruel », a haleté ma mère de façon dramatique, serrant son collier de perles. « Nous sommes ta famille. »« Non, Veta », l'ai-je corrigé fermement, ma voix inébranlable. « Vous êtes mes propriétaires. Vous êtes mes tyrans. Vous êtes mes plus grands obstacles. Ma vraie famille m'attend de l'autre côté de la pièce. » J'ai brièvement désigné Juno qui revenait des toilettes, me souriant magnifiquement. « Je vous ai survécu avec succès. Je ne vous dois pas un seul sou, et je ne parlerai absolument plus jamais à aucun d'entre vous. Profitez de l'appartement. » Je leur ai tourné le dos et suis parti avec confiance. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai pris la main de Juno, j'ai remercié Kyopi pour la merveilleuse invitation, et nous sommes sortis de la salle de banquet dans la fraîche et nette nuit d'automne. Alors que nous reconduisions notre voiture de location à l'aéroport pour retourner à notre belle vie à Boston, j'ai ressenti un sentiment de paix absolue, accablant et profond. La chaîne lourde et suffocante qui m'avait violemment traîné pendant 27 ans était enfin définitivement rompue. Parfois, la société nous conditionne à croire que nous devons absolument pardonner et oublier simplement parce que les gens partagent notre ADN. On nous dit que la famille est tout et que s'accrocher à la colère est toxique. Mais c'est un mensonge dangereux et manipulateur, raconté par des personnes toxiques qui veulent éviter les conséquences de leurs actions. Parfois, la chose la plus incroyablement saine et puissante que vous puissiez faire est de vous éloigner complètement. Parfois, le succès pur et non adultéré n'est pas seulement la meilleure vengeance. C'est l'exécution absolue et incontestable de la justice. Ils ont essayé de briser mon esprit en détruisant mes outils. Mais tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est de libérer un monstre analytique qui a systématiquement démantelé tout leur empire, n'utilisant rien d'autre que la lettre de la loi. Ai-je été trop impitoyable? Aurais-je dû gentiment avertir mon frère arrogant qu'une condamnation pour crime grave le priverait définitivement de son entreprise et de sa richesse? Ou a-t-il eu exactement ce qu'il méritait pour ses actions violentes? Faites-moi savoir votre verdict final dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que s'éloigner et trouver son propre succès massif est la forme ultime de vengeance, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour d'autres histoires incroyables de justice. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vos limites sont cruelles.